Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Alors Noël approche et vous vous demandez peut-être si offrir un téléphone portable à votre enfant ou à vos parents est la meilleure des choses entre cyberharcèlement, exposition à des contenus inappropriés mais aussi sédentarité et empreinte écologique. Je ne parle même pas de la collecte de données personnelles ou l'addiction aux écrans. L'objet qu'est le téléphone mobile suscite beaucoup d'interrogations. Alors loin de se priver de cet objet devenu indispensable, comment faire du téléphone mobile une opportunité pour réconcilier la famille autour de son bon usage? Peut-on imaginer de faire rentrer l'usage des téléphones portables dans les programmes d'éducation nationale? Ou encore, qu'en est-il du renforcement du contrôle et de la sanction de l'accès aux mineurs des sites pornographiques? Un vaste programme et c'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial enfance et numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Levu, directrice de la RSE chez Orange France. Gaëlle, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau aujourd'hui. Alors avant de commencer, j'aimerais avoir votre point de vue parce que tous les industriels aujourd'hui semblent faire machine arrière. Quand on regarde une publicité sur la mobilité, on vous conseille de prendre le métro. Quand on regarde une publicité sur des produits transformés alimentaires, on vous dit mangez, bougez. Et le téléphone portable, maintenant, il faut commencer à réfréner et prendre un téléphone de seconde main. On est un petit peu dans une école paradoxale, non? Une époque paradoxale? Non, alors bonjour d'abord, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Non, moi je pense pas, je pense qu'on est plutôt dans une responsabilisation des marques. Je pense que c'est important que les marques continuent effectivement de proposer ce qu'elles ont à vendre, mais qu'elles rajoutent à ça plus d'informations sur le bon usage de ce qu'elles vendent. Donc au contraire, je trouve que c'est plutôt intéressant d'aller dans ce sens et de donner les clés aux consommateurs sur ce qu'il est en train de faire, parce qu'un acte d'achat, c'est pas si anodin que ça, donc de comprendre. Et nous, en particulier sur la téléphonie, c'est ce qu'on essaye de faire en vendant des téléphones reconditionnés, parce que c'est plutôt bon pour la planète, puis c'est aussi accessoirement bon pour le portefeuille des Français, et puis aussi en donnant un certain nombre de conseils sur le bon usage de ce fameux smartphone. Alors justement, ce fameux smartphone, ce fameux téléphone mobile, qui est un peu l'objet de tous les débats entre le temps d'écran, entre la sédentarité, entre le cyberharcèlement. Comment vous positionnez justement par rapport à ce fameux mode d'emploi dont vous parlez? Ah oui, ça, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que c'est à la fois un formidable facteur d'émancipation, d'ouverture sur le monde, et en même temps, c'est un outil qui peut être dangereux s'il est mal utilisé. En tout cas, il a un certain nombre de risques, et c'est important d'informer, en particulier les jeunes publics, puisque les téléphones, maintenant, les smartphones sont en général, le premier smartphone, c'est à 11 ans, un peu plus d'11 ans, 11 ans et demi. Vous voyez, donc c'est jeune, 11 ans et demi, c'est jeune. Donc c'est un peu, c'est comme si vous donniez un vélo sans le casque, sans les protections, et vous dites à votre enfant, allez, débrouille-toi avec ça. Puis si tu tombes, tant pis. Maintenant, je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer le bon usage, d'expliquer les temps d'écran, d'expliquer un certain nombre sur les mots de passe, sur les comportements sur les réseaux, etc. Alors, en tant qu'opérateur, justement, vous devez avoir une responsabilité sur ce sujet. Comment vous l'appréhendez de manière très concrète? Alors on pense au cyberharcèlement, mais toutes les autres déviances qu'il peut y avoir. Comment Orange a pris le sujet? Alors on l'a pris de plusieurs façons. En particulier, si je prends Noël, puisqu'on est à Noël là, on a lancé une offre qui s'appelle le Safer Phone, dans lequel, au-delà du téléphone et du forfait, on a mis un certain nombre d'éléments pour aider à la fois les enfants et les parents. Donc on a mis notre option cybersécurité inclus dans cette offre, qui permet de protéger l'ensemble des devices, dont celui de l'enfant. Et vous avez dans cette offre un humain, entre guillemets, un conseiller Orange, qui est là pour vous accompagner si jamais il y a un problème, vous faites usurper votre numéro, des choses comme ça. Donc ça, c'est très rassurant. On a aussi mis en avant tous les contrôles parentaux qui existent pour permettre en fait aux parents de faire leur choix et d'accompagner les enfants. On a des solutions propres chez nous sur nos box qui permettent de mettre des plages horaires, et ce qui quand même est très pratique, parce que vous vous mettez d'accord avec votre enfant, et puis ensuite vous coupez par exemple le Wi-Fi sur tel équipement de telle heure à telle heure, ce qui permet quand même de se déconnecter. Et puis on a proposé dans cette offre un contrat
entre les parents et les enfants. Et l'idée, c'est de profiter de cette période de Noël, quand on sait qu'il va y avoir pas mal de smartphones au pied du sapin, entre les parents et les enfants. Alors, c'est le Père Noël qui l'amène, bien sûr. Bien sûr. Mais l'idée, c'est de se poser en famille et de se dire comment on va utiliser ce smartphone. Donc, typiquement, le temps des repas, je regardais une étude, c'est quasiment un Français sur deux, en tout cas une famille sur deux, qui refuse le smartphone à table. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a la moitié qui acceptent. Donc, c'est beaucoup quand même. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des parents qui acceptent que leur et là-dessus, ado, vous allez conseiller, donc vous orienter un petit peu, vous redonner les règles. Ce qu'on se dit, c'est que ce qui est important, c'est que et les enfants et les parents se posent et se disent ensemble qu'est-ce qui est acceptable pour la famille, pour l'équilibre de la famille. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de choses qu'on peut faire. Et puis après, tout au long de l'année, on a pas mal d'ateliers qu'on propose, aussi bien aux parents, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'être parent dans un monde numérique quand on ne maîtrise pas forcément toutes les clés. Donc on a des ateliers gratuits là-dessus, sur Bien vivre le digital sur notre site, on trouve ça. Et puis on fait aussi pas mal d'ateliers pour les enfants, pour les sensibiliser, que ce soit effectivement autant des écrans, c'est quand même un gros sujet. On a fait pas mal de campagnes sur pose ton téléphone et va bouger, va faire autre chose. Et tout ça, c'est un équilibre. C'est un bon usage, un équilibre. Mais vous n'avez pas le sentiment que, comme les nouvelles générations de parents maintenant qui ont des adolescents, on va dire, ont été pourvus d'un téléphone mobile sans en avoir l'éducation, quelque chose est en train de se mettre en place, et là on en a encore pour 5 ou 10 années avant que les choses ne se clarifient clairement, puisqu'on a des parents qui sont ravis de donner un téléphone mobile à leur enfant pour leur dire regarde une série et avoir la paix, on va appeler ça comme ça. Oui. C'est un équilibre. Je pense qu'on est en plein milieu de cette transformation où le smartphone, en tout cas le digital, fait partie de notre vie. Enfin, je pense que la question n'est pas de savoir et de se dire j'en veux plus. Je crois que c'est là. Maintenant, c'est comment je vais effectivement trouver cet équilibre, parce que à nouveau, si on reprend le temps des écrans, l'attention des enfants, c'est important. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était plus jeune, le sujet était beaucoup le temps de la télé. Et on disait, il faut jamais laisser son enfant devant la télé le matin. Alors, je rappelle qu'on a en plateau des gens qui ont entre 40 et 50 ans, on va dire ça. Voilà, on va dire comme ça. Mais du coup, c'était beaucoup par rapport à ça. Bon, ça a évolué. Maintenant, c'est le smartphone. Le smartphone, c'est plus puissant. En tout cas, ça fait entrer beaucoup plus de choses dans la maison que la télé le faisait. Mais on retrouve, et il va falloir retrouver cet équilibre. Et effectivement, pour les jeunes parents aujourd'hui, il faut qu'on les accompagne. Et nous, en tant qu'opérateurs responsables, on estime effectivement qu'on a quelque chose à faire pour leur proposer des solutions, des conseils. Mais alors, j'allais vous poser la question, est-ce que c'est la responsabilité de l'opérateur, de l'éducation nationale ou de l'État, à travers lui, d'éduquer un enfant? Est-ce qu'il ne faut pas avant tout éduquer un parent? C'est une vraie question aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut... nous, on ne veut surtout pas se substituer à toute cette partie prenante. On veut juste être un acteur parmi d'autres. Effectivement, je pense que c'est à la fois l'éducation nationale. Nous, en tant qu'opérateurs, on estime en tout cas que c'est notre responsabilité de participer à ça. Les associations sont extrêmement présentes aussi sur le sujet. Oui, vous collaborez avec e-Enfance, qu'on recevra en deuxième partie d'émission. Ouais. Concrètement, la collaboration avec les associations... C'est déterminant, parce qu'elles ont un savoir que nous, on n'a pas forcément, c'est-à-dire une compréhension de la situation. On n'est pas des experts dans l'éducation, on n'est pas des experts sur ces sujets-là, donc on a besoin, nous, pour orienter nos actions, d'aller se confronter en fait à ces associations qui vont quelque part un peu nous aider, nous guider dans nos actions. Et après, on a une force de frappe, on s'appelle Orange, on a une force de frappe qu'on va mettre au service de ces sujets, et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on aura un impact positif sur la société. Justement, vous avez le sentiment que c'est une opportunité, on va le dire comme ça, pour des marques et des industriels d'ouvrir un nouveau dialogue qui soit encore plus sincère et encore plus authentique, où on ne peut plus faire semblant aujourd'hui? Oui, je pense que c'est important, c'est une opportunité, et c'est ce qu'attendent beaucoup de nos concitoyens. On voit quand même l'équilibre aujourd'hui dans les attentes qu'il y a vis-à-vis des entreprises et des marques, qui est de plus en plus fort, en disant que les marques ont une capacité d'agir,
que peut-être voilà, les pouvoirs publics ont un peu moins de moyens, donc on a un rôle à jouer là-dedans. Oui, ça, j'en suis convaincue. Merci beaucoup Gaëlle Levue. Je rappelle que vous êtes directrice de la RSE chez Orange France. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de découvrir comment justement ces fameuses associations tentent de faire entendre leur voix auprès des gouvernements et des grandes plateformes pour protéger les enfants des dérives du numérique. Le numérique pour tous spécial numérique et enfance, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale enfance et numérique, j'ai le plaisir de recevoir Justine Atlan. Justine, bonjour. Vous êtes présidente de l'association e-enfance. Donc e-enfance, le 3018. Rappelez-nous quand même, c'est fondamental d'avoir ce numéro en tête au quotidien, 3018. Absolument, 3018, c'est le numéro pour les parents et les enfants sur toutes les questions qu'on va évoquer sans doute ensemble sur les usages numériques effectivement aujourd'hui. Alors partagez-nous quelques chiffres parce qu'ils sont affolants. On parlait de cyberharcèlement, on parlait des dérives du numérique et de l'accès à certaines informations pédopornographiques vis-à-vis des enfants. Rappelez-nous les chiffres clés qui fait qu'il faut quand même être très très vigilant vis-à-vis de cet écran. Les chiffres clés, moi ce qui m'a beaucoup surpris cette année dans les études qu'on a faites, c'est qu'on a quand même pris conscience du fait qu'on a quand même 67% des enfants de 8-10 ans qui sont déjà inscrits sur un réseau social. Ça veut dire qu'on a près de 70% des enfants au primaire qui sont déjà sur un réseau social. Je vous rappelle que les réseaux sociaux sont censés être inaccessibles pour les moins de 13 ans. Donc tout ça les met effectivement en contact avec des gens, avec des contenus qui sont évidemment absolument pas adaptés aux enfants. On a 2 millions de jeunes du collège qui chaque mois consultent des contenus pornographiques qui, je vous le rappelle, sont interdits au moins de 18 ans. Donc voilà un peu l'état du numérique et des enfants aujourd'hui. Donc il y a quand même un peu une responsabilité des parents. On dit qu'un adolescent aujourd'hui arrive avec 1300 images de lui sur des réseaux sociaux. Donc les parents ont posté son enfant à la plage, au ski ou dans d'autres situations. Cette responsabilité, il ne faut pas revenir sur les fondamentaux de l'éducation. Je suis désolée de le dire ainsi, mais la responsabilité, c'est pas uniquement celle des criminels et des enfants. Les parents, ils sont pour quelque chose. Bien sûr. Alors les criminels, effectivement, ils existent, ils ont toujours existé. Ils existent aussi dans le numérique, mais ça, malheureusement, c'est une constante dans l'humanité. On peut faire beaucoup de choses, mais ça, les parents peuvent pas. En revanche, effectivement, les parents, ils ont la responsabilité, de toute façon, c'est juridiquement le cas, d'éduquer leurs enfants, de les protéger, de les préparer à la vie d'adulte, donc de les accompagner sur un chemin, et notamment dans les usages numériques. Donc, ils ont aussi la responsabilité de ne pas les équiper trop tôt, de savoir ce qu'ils font, de les empêcher d'être face à des contenus et de les accompagner. Donc, c'est vrai que la difficulté du numérique, si on est honnête, c'est que c'est apparu dans le monde d'un seul coup et que finalement les adultes et les jeunes ont découvert en même temps un nouveau monde. Donc les parents n'ont absolument pas été en capacité de jouer leur rôle d'adulte parce que eux-mêmes ne connaissaient pas cet univers-là. En même temps, leurs adolescents dévoraient littéralement ces nouveaux usages. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette difficulté-là. Aujourd'hui, je pense que honnêtement, 20 ans plus tard, ça fait quand même 20 ans, donc ça fait une génération, les parents effectivement peuvent plus être dans cette complètement ignorance. Maintenant, il faut les aider encore un petit peu quand même à passer, à rentrer dans le numérique de l'enfant qui est pas forcément le même que le numérique de l'adulte. C'est aussi ça, un adolescent, ça reste un adolescent. Il va chercher dans le monde numérique ce qu'il cherche ailleurs, c'est-à-dire être avec ses copains, échanger, apprendre à se connaître, découvrir des choses, prendre parfois des risques, qui est pas du tout évidemment l'usage quotidien que fait un adulte. Et ça demande un petit effort encore aux parents, mais la génération d'il y a 20 ans devient parent, donc on a des jeunes parents beaucoup plus présents. On voit qu'on a près de la moitié des parents, par exemple aujourd'hui, qui sont sur Snapchat, qui ont un compte Snapchat. Donc vraiment, les parents dont on parlait il y a 20 ans sont vraiment plus les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est formidable parce que c'est une super opportunité de les adresser, de les accompagner et vraiment de les rendre très actifs dans l'éducation numérique de leurs enfants. Justine, là aussi, on va parler des grandes plateformes. On pense à Netflix, quand vous voyez de la violence, du sexe, de la drogue, ce sont quand même des rôles modèles qui sont des anti-modèles et beaucoup d'enfants consomment justement assez tôt ce type de séries. Là aussi, il n'y a pas une forme de régulation ou de responsabilisation qui devrait être mise en place? Alors, c'est vrai que sur les plateformes de contenu, alors d'abord, comme sur le numérique d'ailleurs, comme sur les réseaux sociaux ou comme sur un téléphone, sur Netflix, il y a du contrôle parental. Donc, à nouveau, si les parents doivent savoir que sur Netflix, on peut créer un compte pour son enfant ou son ado avec justement une offre qui va être complètement restreinte et adaptée à l'âge de son enfant. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est un peu irresponsable de mettre son enfant dans un compte dit adulte qui va pas du tout avoir... Et dans ce cas-là, Netflix, par exemple, va effectivement couper toutes les contenus qui sont dits violents, comme un peu sur les jeux vidéo, etc. Après, les créations audiovisuelles, elles sont à l'image de notre société. Donc, ça nous interroge aussi plus globalement que le numérique. Le numérique est le miroir de notre société. Donc, un miroir très grossissant, mais un miroir quand même. Donc, moi, je trouve que le numérique, il nous a révélé beaucoup
des failles en fait qu'on avait déjà préalablement dans l'éducation, dans les valeurs de la société qu'on transmettait. On s'est pris une grande claque parce qu'effectivement on les voit très grossièrement, mais le numérique n'a pas forcément créé beaucoup de nouveaux problématiques. Il les a amplifiées, il les a rendues accessibles à tout le monde. Il a ce gros problème qui est qu'il n'est pas capable de voir la différence entre un enfant et un adulte, donc il les touche de façon complètement inconsidérée. Voilà, mais pour autant. Pour moi, il ne crée rien de nouveau, donc ça nous a interrogé plus globalement sur c'est quoi les représentations dans notre société, quelle est la place de la violence, qu'est-ce qu'on promeut effectivement comme rôle modèle, mais ça peut être à la télévision, ça peut être dans les spectacles, ça peut être au cinéma, ça peut être dans la publicité, ça peut être à l'Assemblée nationale, ça peut être dans plein de lieux où finalement, voilà, on est tous responsables en tant qu'adultes du monde qu'on veut créer et qu'on veut montrer à nos enfants et adolescents. Alors justement, quand on voit des campagnes de prévention, on les a peut-être tous à l'esprit, on voit ces petites filles qui se réveillent le matin en ayant regardé une tablette et qui a fait beaucoup de cauchemars. Pour vous, est-ce que ça, c'est quelque chose qui aide la société ou alors la solution est ailleurs ? La solution, à nouveau, nous en tant qu'association de prévention, on est vraiment dans l'éducation, la prévention, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on est obligé de travailler aussi avec tous les acteurs, sinon on serait nous aussi irresponsables. Donc, le temps de l'éducation, le problème, c'est qu'il est long. Le temps de la prévention, il est long. C'est de long terme. Donc, tant qu'on est en train d'éduquer, en même temps, il faut résoudre les problèmes rapidement urgents. Donc effectivement, il faut travailler avec les acteurs industriels, parce que c'est eux qui ont la main dans les outils, c'est eux qui ont la capacité de changer immédiatement des comportements, des solutions, des fonctionnalités, et ça, ils ont un devoir de le faire aujourd'hui. Et puis on a le temps politique qui est un peu un intermédiaire entre le temps industriel et le temps effectivement de l'éducation, et qui ont une responsabilité évidemment, parce qu'on leur confie de nous construire une société effectivement plus égale et plus protectrice, et on doit travailler avec eux. Le problème, c'est qu'on a une mauvaise appréhension souvent du numérique, de la technologie. On a encore des politiques qui créent des lois qui sont pas forcément au niveau en termes de connaissance en fait de la technologie, de ce qui est possible de faire ou pas. Et ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Donc j'espère qu'aujourd'hui, avec la régulation européenne qui est arrivée et qui est quand même une vraie avancée, on va pouvoir aller plus vite, parce que je vous cache pas que pour nous, associations, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on répète la même chose depuis 20 ans et que très honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, mais les choses s'accélèrent. Donc, on peut espérer que, voilà, depuis 1 an ou 2, ça aille beaucoup plus vite. Et heureusement, on a des acteurs comme Orange qui sont présents depuis très longtemps, avec qui on peut avancer ensemble. Justement, Justine, vous parlez des gouvernements, même s'ils ont effectivement une durée de vie qui est de plus en plus courte, on le remarque. On a fait beaucoup de bruit l'année dernière sur l'impossibilité d'aller sur des contenus pornographiques pour les jeunes. J'y suis allée pour faire mon travail. On a accès très très facilement sans beaucoup de précautions d'usage. Où en est-on par rapport à ces garde-fous ? Alors, on n'en est pas si mal. Après 20 ans de travail, on n'en est pas si mal. La réalité, effectivement, c'est que les sites pornographiques sont légalement inaccessibles aux mineurs, parce que la pornographie est légalement inaccessible aux mineurs. Ça, c'est la loi. Depuis 4 ans, la loi a été renforcée, donc oblige de façon proactive les sites pornographiques à mettre en place un système de vérification d'âge. Donc on n'est pas juste le disclaimer à 18 ans oui ou non, c'est pas que du déclaratif. Maintenant les sites pornographiques doivent mettre en place un système qui va vérifier que celui qui dit j'ai 18 ans a vraiment 18 ans. Certains oui, mais certains non. Alors ça c'est la loi, en revanche depuis 4 ans que cette loi existe, aucun site pornographique n'a mis en place ce système. Donc factuellement ces sites ne respectent pas la loi, donc quand on respecte la loi on devient illégal. Donc à partir du moment où ils sont illégaux, ils doivent être bloqués comme tous les sites qui sont considérés comme illégaux en France pour plein de raisons différentes. Mais on est dans un état de droit et donc pour pouvoir bloquer les sites, il faut qu'on ait une décision de justice qui constate effectivement que les sites ne respectent pas la loi, que donc la justice considère qu'ils sont illégaux et donc ils obligent les fournisseurs d'accès à Internet à bloquer ces sites-là en France. Nous avons, en France, effectivement fait une action en justice depuis 3 ans maintenant en demandant à la justice de constater l'irrégularité de ces sites. La justice a eu du mal parce qu'en fait, je pense que la justice a eu peur d'être interprétée comme un censeur en obligeant effectivement le blocage de sites pornographiques, alors que pourtant, c'était juste constater un non-respect de la loi. Heureusement, au bout de 3 ans d'efforts, après avoir été rejeté différentes fois, on a enfin gagné il y a quelques mois. Et donc, il y a à peu près 1 mois, la justice a obligé effectivement à 4 sites à ne plus être accessibles en France tant qu'ils n'ont pas mis un système de vérification d'âge. Parallèlement, heureusement, il y a une pression effectivement des acteurs du gouvernement français pendant un certain temps. Et heureusement, surtout, un développement des techniques de vérification d'âge qui, sous cette pression-là, à la fois judiciaire et politique, a beaucoup avancé. Donc, un marché en fait de la vérification d'âge
d'âge est ouvert. Beaucoup d'acteurs ont créé des solutions. Donc aujourd'hui, il existe plein de solutions, ce qui permet plus aux sites pornographiques de dire on ne sait pas comment faire. Et donc je pense vraiment là qu'on est tout près d'être vraiment dans un système où enfin les sites pornographiques qui me proposent des systèmes de vérification d'âge vont tout à fait être accessibles en France parce que c'est la loi et c'est bien normal. Et tous ceux qui ne le font pas vont être tout simplement inaccessibles, bloqués. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais franchement, on n'est pas loin. Justine, pour conclure, quel est le statut de votre combat aujourd'hui? Où en êtes-vous? On en est, moi je suis très obsédée par la vérification d'âge, vraiment c'est mon totem. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le numérique, tant qu'on vérifie pas l'âge, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'identifier un enfant sur Internet. Donc tant qu'on n'est pas capable d'identifier un enfant, on ne peut pas le protéger. Ça veut dire qu'aujourd'hui sur Internet, les enfants sont dans une masse globale complètement floue où ils sont traités comme des adultes. Tant qu'on n'aura pas résolu ça, on ne pourra pas les protéger. Mais vous verrez que le jour où on arrivera à faire ça, ils vont être mécaniquement, très rapidement, très bien protégés parce que tous les acteurs industriels, les réseaux sociaux, les plateformes, les opérateurs, etc., ont tous déjà préparé, construit énormément de systèmes qui sont prêts vraiment à les encadrer. Donc ça va être, je pense, une révélation et je pense qu'on se dira mais comment on a fait pendant 20 ans, 25 ans pour ne pas faire comme ça parce que c'est pas si compliqué. Mais ça suppose que tous les adultes vont être d'accord, tous ensemble, pour faire une petite action supplémentaire qui va être de donner son âge pour pouvoir protéger tous les enfants. Voilà, donc c'est une responsabilité collective des adultes. C'est pas aux enfants de le faire, c'est à nous, adultes, de le faire pour eux. Parlez-vous, échangez autour du numérique parce que c'est un monde formidable qui permet aussi beaucoup aux adolescents de s'épanouir. Merci beaucoup Justine Atlan. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'association e-enfance. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous retrouver en podcast et sur l'application Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous télécharger et nous vous en remercions. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.